Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue à ce nouveau webinaire donc Compliment Pro qu'on organise aujourd'hui avec le laboratoire BeLife dont les produits sont disponibles sur la plateforme Compliment Pro. On a la chance aujourd'hui d'être accompagné de Laurence Lins. Merci Laurence d'être avec nous. Merci beaucoup et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler du rôle déterminant du mode de vie et de l'environnement sur le cycle menstruel et la fertilité, et donc des solutions micronutritionnelles pour l'accompagnement, en présentant un petit peu les produits BeLife. Pour rapidement le fonctionnement de Livestorm, vous pouvez à tout moment interagir dans le chat. Donc si vous voulez, s'il y a des problèmes au niveau des fonctionnalités notamment, vous pouvez utiliser le chat. On a Emma de l'équipe Compliment qui est là pour répondre à vos petites questions. Pour les questions plus spécifiques autour de la présentation, vous pouvez bien sûr les poser tout au long du webinaire. On a 15 minutes qui vont être dédiées pour y répondre à la fin de la présentation, donc n'hésitez vraiment pas. Et vous pouvez aussi voter au niveau des questions. Donc, votez pour les questions qui vous semblent plus pertinentes. Et en général, on commencera bien sûr par répondre par ces questions-là qui auront récolté le plus de voix. Donc, je vais pouvoir laisser la parole à Laurence Lins pour nous parler de cette thématique, donc, qui est directrice scientifique du laboratoire BeLife et aussi nutrithérapeute chez BeLife. Donc, je vais vous passer la petite vidéo et puis on revient à la fin pour les questions. Hop. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire. Et qui dit nouveau webinaire dit aussi nouvelle thématique. Elle est aujourd'hui consacrée à l'influence du mode de vie et de l'environnement sur les cycles menstruels et la fertilité de la femme. Tout un programme. Nous allons retrouver dans quelques instants notre oratrice du jour, Laurence Lins, qu'elle est aujourd'hui consacrée à l'influence du mode de vie et de l'environnement sur les cycles menstruels et la fertilité de la femme. Tout un programme. Nous allons retrouver dans quelques instants notre oratrice du jour, Laurence Lins. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, Laurence Lins est directrice scientifique du laboratoire BeLife. Elle est notamment en charge des affaires scientifiques et également du développement de nos produits. Elle a une expérience au sein de la recherche. Elle a notamment travaillé une vingtaine d'années au sein du FNRS à l'Université de Liège et également diplômée du CERDEN. Laurence a une expérience pratique puisqu'elle a exercé en tant que nutrithérapeute indépendante. Alors, avant de démarrer cette présentation, pour votre confort d'écoute, sachez que tous les micros sont automatiquement désactivés, mais nous vous invitons tout de même à interagir avec nous durant cette présentation. Vous disposez de l'onglet chat pour interagir entre participants, mais aussi d'un onglet questions. Et nous vous invitons évidemment à déposer toutes les questions que la présentation de Laurence pourra susciter. Et nous y reviendrons en sa compagnie durant la séance de questions-réponses. Il y a aussi un petit onglet sondage. Nous vous inviterons au cours de la présentation à vous positionner sur l'une ou l'autre question via ce sondage. Il est à présent temps de retrouver Laurence pour la présentation. Je vous souhaite évidemment une excellente écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'équilibre hormonal de la femme et des rôles déterminants du mode de vie et de l'environnement, plus particulièrement sur le cycle menstruel et la fertilité. Tout est parti d'une constatation. Il n'est plus possible aujourd'hui, en 2021, de considérer les problèmes hormonaux de la femme comme une fatalité. En effet, lorsqu'on va chez le gynécologue et qu'on a des soucis par rapport à notre équilibre hormonal, souvent on nous dit « Ah madame, bah oui, c'est comme ça, c'est parce que vous êtes une femme et donc ok, on va vous prescrire une pilule. » ou voilà. Donc en fait, il n'y a pas réellement de considération de ce que peuvent être ces problèmes hormonaux et surtout de ce qui peut influencer et donc ces facteurs sur lesquels on peut jouer. Donc ici, ce que moi je vais vous présenter, c'est vraiment de vous faire comprendre, de vous planter le décor pour vous montrer que notre mode de vie et notre environnement peuvent effectivement affecter notre équilibre hormonal et que ce n'est pas une fatalité et que nous pouvons donc accompagner la femme tout au long de sa vie. Donc nous allons parler de la santé hormonale de la femme et plus particulièrement de la femme en âge de procréer et nous allons voir comment notre mode de vie, notre environnement ou certains facteurs génétiques ou épigénétiques peuvent influer sur notre équilibre hormonal, c'est-à-dire l'équilibre entre les œstrogènes et la progestérone. Nous allons tout d'abord nous intéresser au syndrome prémenstruel. Le syndrome prémenstruel est quelque chose qui arrive très régulièrement puisqu'il touche environ 80 à 90% des femmes, c'est-à-dire que
80-90% des femmes manifestent au moins un des signes du syndrome prémenstruel. Quels sont les symptômes du syndrome prémenstruel? Donc, on peut avoir soit des symptômes physiques, soit des symptômes psychologiques. Au niveau des symptômes physiques, on va avoir des douleurs diverses et variées. Donc, on peut avoir des douleurs abdominales, des douleurs dorsales, des maux de tête, des douleurs au niveau des seins. On peut également avoir des nausées et des imperfections au niveau de la peau ou de la rétention d'eau. Au niveau psychologique, on va être très irritable en général, on peut manifester de l'anxiété ou être dans un état dépressif, on peut avoir des troubles de l'appétit ou des troubles du sommeil et des problèmes de concentration. Donc il faut savoir que chaque femme va manifester son propre syndrome prémenstruel. La prévalence du syndrome prémenstruel s'élève dans le monde à 45-50% des femmes et environ 20 à 35% des femmes présentent des troubles suffisamment graves que pour affecter leur activité quotidienne. Et il faut savoir que chez 2,5% à 8% des femmes, ils affectent leur vie psychologique de manière telle que ça les empêche réellement de pouvoir vivre dans la société. On parle à ce moment-là du trouble dysphorique prémenstruel. Si on parle de syndrome prémenstruel, eh bien, il faut revenir à la définition du cycle menstruel. Donc, le cycle menstruel démarre de l'hypophyse où les hormones FSH et LH, FSH pour follicule stimulating hormone et LH pour l'hormone lutéinisante, vont induire la production d'œstrogènes et de progestérone, donc au niveau principalement des ovaires, mais également au niveau des surrénales. Et donc ces hormones FSH et LH sont produites de manière pulsatile et la quantité d'hormones produites va dépendre du moment du cycle. Donc, si on parle du premier jour des règles, donc le jour 1, eh bien, on a une augmentation progressive de la synthèse d'œstrogènes qui va peu à peu diminuer au moment de l'ovulation, donc vers le jour 14. Et à ce moment-là, le taux de progestérone, donc la sécrétion de progestérone va augmenter, notamment grâce à la présence du corps jaune au niveau de l'ovule qui va principalement produire de la progestérone. Donc, il faut savoir que le syndrome prémenstruel est plus particulièrement en lien avec la phase lutéale, donc c'est-à-dire la deuxième phase du cycle après l'ovulation, donc au moment où on va avoir une augmentation progressive de la production de progestérone. Et donc, cette phase dure entre, donc à partir du premier jour des règles, commence après le 14e jour et peut donc durer 12 à 14 jours, voire plus, selon évidemment la durée du cycle menstruel. Et donc, il faut savoir que le syndrome prémenstruel peut se manifester à n'importe quel moment à partir du 12e jour. Donc, ça peut, chez certaines femmes, ça va être vraiment dès l'ovulation, voire avant l'ovulation. Et chez d'autres, ça va n'être que quelques jours avant l'apparition des règles. Donc, encore une fois, chaque femme a son syndrome prémenstruel. Revoyons maintenant à quoi servent les œstrogènes et la progestérone. Donc les œstrogènes, ce sont les hormones qui vont donner les signes extérieurs de la féminité et donc ce sont elles qui vont provoquer l'ovulation et qui vont permettre la construction de l'utérus pour accueillir l'œuf, donc c'est-à-dire l'andromède. La production d'œstrogènes est évidemment plus importante avant l'ovulation et il faut savoir que cette hormone est également, enfin ces hormones, parce qu'il n'y a pas qu'un seul type d'œstrogène, ces hormones sont importantes pour la bonne santé de notre cerveau, de nos os et de notre cœur et il a été également montré qu'elle est bénéfique pour notre système immunitaire. Quant à la progestérone, c'est une hormone clé qui va permettre de soulager l'anxiété, de bien dormir la nuit. Elle facilite les règles, donc puisque c'est l'hormone qui va être produite juste avant les règles, et elle va permettre de maintenir une grossesse saine. Et donc le taux de progestérone, comme je vous l'ai expliqué, est plus élevé pendant la phase lutéale. Et donc après l'ovulation, il y a donc ce fameux corps jaune qui va être produit. Et c'est ce corps jaune qui va produire la progestérone et va pouvoir permettre d'ovuler. Et donc s'il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de progestérone. Et donc, il faut savoir qu'un taux faible de progestérone pendant la phase lutéale induit une dominance relative d'œstrogènes.
Il faut savoir que le syndrome prémenstruel est lié à une augmentation ou à un trop-plein d'œstrogènes dans la circulation sanguine. Donc c'est un hyperœstrogénisme. Donc cet hyperœstrogénisme peut être lié à une augmentation de la sécrétion d'œstrogènes ou bien à une diminution du catabolisme de ces œstrogènes, donc c'est-à-dire à la destruction. Donc les causes qui peuvent induire cet hyperœstrogénisme, donc ce sont soit des causes endogènes, c'est-à-dire des causes qui sont liées à notre propre métabolisme, qui peuvent être liées à une altération de la pulsatilité de la production de FSH et de LH, donc ces hormones qui sont responsables de la production d'œstrogènes et de progestérone. Et donc, cette altération va amener à un hyperœstrogénisme, soit on a une altération des enzymes qui sont responsables de la détoxication hépatique des œstrogènes, donc au catabolisme des œstrogènes. Il y a aussi des causes exogènes, c'est-à-dire des causes qui sont extérieures à notre propre corps. Et donc, on est sous contraceptif ou traitements hormonaux. On peut aussi manger trop de légumineuses, puisque on sait, par exemple, des légumineuses comme le soja contiennent des molécules qu'on appelle des phytoœstrogènes, c'est-à-dire des molécules qui ressemblent aux œstrogènes. Et donc, notre corps peut les confondre. On sait aussi que si on consomme trop d'alcool ou de café, on va augmenter le taux d'œstrogène dans notre circulation sanguine. Et il y a les fameux perturbateurs endocriniens qui sont en fait des molécules qui elles aussi ressemblent aux œstrogènes, donc qui sont ce qu'on appelle des œstrogènes-like et qui donc vont avoir un effet comme les œstrogènes, mais en plus des œstrogènes que nous avons naturellement dans notre corps, donc on sera bien en hyperœstrogénisme. Nous pouvons également avoir un hyperœstrogénisme relatif, dont je vous ai déjà parlé, c'est-à-dire qu'il y a une insuffisance de production de progestérone qui équilibre en fait le rapport œstrogène-progestérone. À nouveau, là, il y a des causes endogènes qui sont soit des cycles anovulatoires, c'est-à-dire il n'y a pas de production d'ovules, donc pas de production de corps jaune, donc pas de production de progestérone. On peut être en préménopause, puisque on sait que la préménopause induit une diminution de la production de progestérone ou en excès de calories. On a également des causes exogènes qui sont soit trop d'exercice physique, soit le stress, soit un choc émotionnel, et on verra un peu plus tard quel est le lien entre progestérone et cortisol. Ici, nous allons voir en fait comment le catabolisme des œstrogènes est hyper important pour maintenir une concentration œstrogénique dans la circulation sanguine qui est normale. Donc, comme je vous l'ai dit, les œstrogènes sont produits soit par les ovaires, soit en partie par les surrénales. On peut également avoir des sources exogènes comme les perturbateurs endocriniens, les phytoœstrogènes ou les contraceptifs. Et donc, ces œstrogènes sont circulants et donc, à un moment, donc soit ils vont effectivement vers les tissus qui nécessitent l'action de ces œstrogènes, comme les os ou notre cerveau, mais ils ne peuvent pas circuler indéfiniment dans notre circulation sanguine. Donc, ils vont être détoxifiés au niveau de notre foie. Et donc ça, c'est une phase qui est vraiment capitale pour éviter d'être en hyperœstrogénisme. Donc, c'est une phase capitale pour ne pas avoir de syndrome prémenstruel. Donc, au niveau de notre foie, les œstrogènes vont être transformés chimiquement par méthylation notamment, pour donner en fait des molécules qui vont pouvoir être éliminées via les reins ou via les intestins, donc via les fesses. C'est vraiment tout un ensemble de réactions chimiques qui doivent se faire convenablement pour pouvoir éliminer les dérivés des œstrogènes. Comment fonctionne la détox hépatique des œstrogènes, ou en fait la détox hépatique de n'importe quelle molécule qui doit être éliminée de notre circulation sanguine? Au niveau de notre foie, donc notre foie est une vraie usine chimique et ce foie va devoir marcher en deux phases pour pouvoir éliminer les molécules qui au départ étaient toxiques sous forme de molécules non toxiques qui vont pouvoir être éliminées via les intestins ou via les reins. Donc cette première phase, donc il y a une première phase qu'on appelle une phase d'activation, qui va permettre en fait de rendre les molécules toxiques un peu plus solubles dans l'eau. Mais malheureusement, cette première phase va générer ce qu'on appelle des radicaux libres, qui sont encore plus toxiques
que les toxiques de départ. Et donc évidemment, on ne peut pas rester sur cette phase-là. Et donc il y a une deuxième phase qui va immédiatement suivre cette première phase, qui est une phase de conjugaison. Et donc, dans cette phase-là, on va neutraliser les radicaux libres qui ont été générés lors de la première phase pour avoir des produits qui vont pouvoir être éliminés donc de manière naturelle par les urines ou par les fesses. Et donc, ces deux phases, comme le montre le graphique, ces deux phases nécessitent des nutriments de manière indispensable. Donc, certaines vitamines, certains polyphénols, certains lipides, certains acides aminés. Et donc la deuxième phase, qui est cette phase de neutralisation, est totalement essentielle pour pouvoir éviter que le foie ne s'intoxique et pour permettre donc l'élimination des œstrogènes. Il y a une phase qui est vraiment hyper importante dans le cas du métabolisme et donc l'élimination des œstrogènes, c'est la méthylation. Donc les œstrogènes vont rentrer dans le foie, subir cette première phase, et puis lors de la deuxième phase, il va falloir que les métabolites qui sont produits soient méthylés. Donc c'est-à-dire qu'on leur rajoute un petit groupement chimique qui s'appelle un méthyle, qui va permettre en fait de générer des molécules totalement inoffensives pour l'organisme, et donc qui sont appelés les 2-méthoxyœstrones ou le 4-méthoxyœstrone. Donc on dit c'est 2-œstrogènes ou 4-méthœstrogènes. Et donc les produits dérivés de cette méthylation sont des produits qui sont tout à fait inoffensifs. Et donc pour pouvoir faire cette méthylation, il faut revenir à ce qu'on appelle le cycle de l'homocystéine, pour lesquels les vitamines B6, B9 et B12 sont absolument indispensables. Regardons d'un peu plus près comment fonctionne ce cycle de l'homocystéine ou ce cycle de la méthylation qui, comme je vous l'ai dit, nécessite la vitamine B6, B9 et B12. Donc on part d'un acide aminé qui s'appelle la méthionine, qui va pouvoir être transformé en homocystéine, et cette transformation va générer ce qu'on appelle un groupement méthyle. Et ce groupement méthyle va non seulement être utile dans la détox hépatique des œstrogènes, mais également pour la réplication cellulaire. Ces groupements CH3 vont intervenir, donc ces groupements méthyl vont intervenir dans la synthèse de l'ADN ou de l'ARN. Et donc cette homocystéine, via la vitamine B6, va être elle-même transformée en glutathion qui est un des antioxydants les plus puissants de notre organisme. Et l'homocystéine va également servir de substrat à la vitamine B9, donc au folate, pour pouvoir redonner la méthionine. Donc tout ça est un cycle très vertueux qui va générer des groupements méthyl. Donc on voit que si on manque de vitamine B6, B9 ou B12, ce cycle de l'homocystéine ou ce cycle de la méthylation ne pourra pas se faire. Et donc il faut savoir aussi que la méthylation, donc ces petits groupements CH3, est aussi importante pour l'expression des gènes. Et donc là, on va voir comment cela peut intervenir au niveau épigénétique. Alors, qu'est-ce que l'épigénétique? Eh bien, l'épigénétique, c'est l'influence de notre environnement sur l'expression des gènes. Donc, il y a encore quelques années, donc il y a une dizaine d'années, on pensait que notre ADN nous définissait de manière absolue et que donc, si nos gènes existaient, ils étaient exprimés et que lorsqu'il y avait une mutation, ça pouvait provoquer une maladie. Et depuis effectivement 10 ans, on a découvert que nos gènes pouvaient être exprimés autrement, c'est-à-dire qu'un facteur extérieur pouvait jouer sur le fait qu'un gène était exprimé ou non. Et donc ça, c'est le phénomène épigénétique. Le phénomène épigénétique provient du fait que lorsqu'on a un groupement méthyle, par exemple, donc on revient à ce que je vous ai dit il y a quelques instants, la présence ou non de ce groupement méthyle va faire que le gène va être exprimé, c'est-à-dire que nos cellules vont avoir les caractéristiques qui sont liées à ces gènes. Et on s'est également aperçu que cette méthylation était dépendante de notre environnement et notamment de notre alimentation ou de notre environnement, même au niveau pollution, etc. Et donc, des articles récents montrent que certains nutriments ou micronutriments qui ont des propriétés antioxydantes, comme par exemple certains polyphénols, peuvent influer sur l'expression de nos gènes. Donc, ils n'ont pas simplement une propriété antioxydante
par elles-mêmes, mais elles peuvent réellement influer sur la manière dont nos cellules vont réagir à ces antioxydants. Et donc, ce que font au niveau épigénétique, ce que font ces micronutriments, c'est d'augmenter l'expression des gènes de certaines enzymes qui sont glutathion dépendants. Donc, c'est-à-dire le glutathion étant un antioxydant, ce sont des enzymes qui vont avoir des propriétés antioxydantes. Donc ici, c'est simplement pour vous montrer que notre environnement extérieur va pouvoir influer même sur des choses aussi fondamentales que l'expression génique. Revenons maintenant d'un peu plus près à l'élimination des œstrogènes via nos intestins. Donc, il se fait qu'il y a un élément qui est très important, qui est notre microbiote, comme d'ailleurs pour quasi tout notre métabolisme. Donc lorsque les œstrogènes sont conjugués, donc sont sous une forme tout à fait inoffensive, ils vont se retrouver dans les intestins et s'il se trouve certaines populations de bactéries au niveau de nos intestins qui possèdent une enzyme qui s'appelle une glucuronidase, eh bien cette glucuronidase est capable de réverser la conjugaison des œstrogènes, c'est-à-dire qu'elle va cette enzyme va produire à nouveau des œstrogènes qui vont pouvoir se retrouver dans la circulation sanguine et donc on va à nouveau se retrouver en hyperœstrogénie. Et donc ça, ce sont des découvertes très récentes qui posent un réel problème. Quel est ce problème? Eh bien, il se fait, donc, comme on le voit là sur le schéma, que si les œstrogènes se retrouvent à nouveau dans la circulation sanguine, donc le taux d'œstrogène augmente, ça peut provoquer effectivement un syndrome prémenstruel, mais ce que les articles scientifiques très récents ont mis en évidence, c'est que ce type bactérien peut aussi augmenter le risque du cancer du sein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, puisque nous savons que nous pouvons influer sur notre microbiote et donc que nous par notre mode de vie et donc que nous pouvons éviter de nous retrouver dans une situation où on augmente la concentration en œstrogènes circulant. De récentes recherches ont également mis en exergue que l'inflammation et le stress oxydant pouvaient effectivement être des facteurs aggravants pour le syndrome prémenstruel. Et donc, il faut savoir que les facteurs de stress oxydant sont un peu partout dans notre environnement, puisque ça peut venir à la fois du rayonnement solaire, ça peut venir évidemment de la pollution ou de certaines radiations ionisantes, ça peut également venir de nos habitudes, de nos mauvaises habitudes alimentaires ou le fait de fumer ou de boire de l'alcool, mais on a également un lien entre le stress oxydant et l'inflammation et donc en fait il y a un cercle vicieux. Quand on est en stress oxydant, on va provoquer de l'inflammation qui lui-même va augmenter le stress oxydant. Et donc il semble y avoir un lien très clair entre l'apparition du syndrome prémenstruel et le stress oxydant et l'inflammation. Et le stress. Comment le stress influe-t-il sur le syndrome prémenstruel? Eh bien, il y a un lien entre le cortisol et la progestérone. En fait, il faut savoir que la progestérone est en fait le précurseur, donc c'est-à-dire que c'est la molécule dont va être issu le cortisol. Donc, comme le stress augmente la production de cortisol, eh bien, il y aura moins de progestérone puisque la progestérone va servir à synthétiser le cortisol. Mais il y a un autre effet, donc un double effet qui se coule, si on veut. Le cortisol, lorsqu'il augmente, va lui-même aller influer sur la production de FSH et de LH, donc les hormones qui sont responsables de la production d'œstrogènes et de progestérone. Et donc, comme les hormones FSH et LH diminuent, eh bien la quantité de progestérone diminue également. Donc le stress a réellement une influence sur la quantité de progestérone dont notre corps va disposer. Tous les problèmes ou tout ce qui peut induire le syndrome prémenstruel vous a été présenté, mais on ne peut pas s'arrêter là. Donc, quelles sont les solutions naturelles que l'on peut apporter pour pouvoir diminuer ce syndrome prémenstruel, voire l'éliminer? Il faut savoir, donc, par rapport à tout ce que je vous ai dit, en fait, le syndrome prémenstruel, il va aussi induire un déficit, principalement en magnésium, en vitamine B, en vitamine E, ainsi qu'en calcium. Il va également y avoir un déficit de synthèse de prostaglandine et un déficit de sérotonine et de GABA.
Intéressons-nous de plus près au magnésium. Donc le magnésium est un cofacteur enzymatique, donc c'est-à-dire que beaucoup d'enzymes vont avoir besoin du magnésium pour fonctionner. Donc on sait très bien que le magnésium va être indispensable pour produire ce qu'on appelle de l'ATP, donc de l'adénosine triphosphate, qui est notre réserve énergétique cellulaire. Et donc s'il n'y a pas de magnésium, il n'y a pas d'ATP et donc nos cellules sont en manque d'énergie. On sait également que c'est un cofacteur important pour la delta 6 désaturase qui va permettre de transformer les oméga 3 en prostaglandine, d'où le fait qu'il y a un déficit de synthèse en prostaglandine. On sait également que le magnésium est impliqué dans le métabolisme musculaire et osseux. Il active également les récepteurs à l'insuline, donc important pour tout ce qui est métabolisme des glucides. Il va être également indispensable pour la synthèse de certains neurotransmetteurs et évidemment, il est nécessaire pour tout ce qui est stimulation neuromusculaire. Donc c'est vraiment un élément qui est important. Et donc, lorsqu'on manque de cet élément, eh bien, on va avoir des douleurs musculaires, on peut aussi avoir des douleurs, des céphalées, donc des maux de tête, puisque ça touche le système neuro. Donc c'est vraiment un élément indispensable. Donc pour diminuer les symptômes du syndrome prémenstruel, il faut absolument avoir suffisamment de magnésium. On sait également que plusieurs vitamines sont indispensables pour diminuer les symptômes du syndrome prémenstruel. Donc je vous ai parlé de la vitamine E, qui est en carence lors du syndrome prémenstruel, mais on a également certaines vitamines B, comme la vitamine B1, B6, B9 et B12, qui sont décrites dans la littérature comme étant une aide tout à fait indispensable. Donc il faut suffisamment de vitamines B1, B6, B9 et B12 pour diminuer les syndromes prémenstruels. On peut également aller voir du côté de la phytothérapie. En effet, certaines plantes peuvent diminuer les symptômes du syndrome prémenstruel. Nous avons notamment le gâtillier, Vitex agnus castus, qui est décrit dans la phytothérapie clinique comme diminuant toutes les manifestations d'une déficience relative de progestérone ou d'un excès de prolactine. La prolactine est une hormone qui, lorsqu'elle est en excès, va par exemple provoquer des douleurs mammaires. Et donc, que ce soit donc le syndrome prémenstruel, la fertilité, l'endométriose, une lactation insuffisante, etc., le gâtillier est une plante qui est tout à fait adaptée. Une autre plante qui est très intéressante, c'est l'ashwagandha, et plus particulièrement la partie racinaire. Donc c'est une plante adaptogène qui est connue en médecine ayurvédique et elle est reconnue pour ses effets sur le stress et l'anxiété. Elle permet également d'avoir un meilleur sommeil. Donc, il est bien clair que lorsque on souffre de symptômes du syndrome prémenstruel, eh bien, on est en général, comme je vous l'ai décrit, en état de stress, on dort moins bien. Cette plante a également une activité anti-inflammatoire, donc elle est tout à fait recommandée lorsqu'on souffre du syndrome prémenstruel. Nous avons enfin l'extrait de brocoli. Donc le brocoli fait partie de la famille des crucifères et c'est une plante qui est intéressante. Donc c'est les arborescences, ce sont les fleurs en fait du brocoli. Et donc les deux molécules qui sont intéressantes au niveau de cette plante, c'est la glucoraphanine et le sulforaphane. Et plus particulièrement, la glucoraphanine est en fait le précurseur du sulforaphane. Et ce sulforaphane est en fait une molécule phytochimique qui contient un groupement soufré et donc ces molécules appartiennent à un groupe chimique qui est appelé isothiocyanate. Et donc ces molécules-là sont vraiment très intéressantes parce qu'elles interviennent au niveau de la phase 1 et de la phase 2 de détox du foie. Il y a énormément de molécules qui sont capables d'aider la phase 1, mais finalement très peu au niveau de la phase 2. Et donc ici, le sulforaphane est reconnu pour promouvoir cette phase 2 et donc pour pouvoir éliminer de manière efficace les œstrogènes. Et donc les effets reconnus dans la littérature scientifique pour le sulforaphane, c'est qu'il augmente la synthèse du glutathion et donc ça c'est très intéressant aussi puisque cette molécule est une molécule antioxydante très puissante et elle va augmenter l'activité des enzymes donc de la phase 2 de la détox hépatique comme je viens de vous le dire et inhiber certaines substances carcinogènes. Elle a un effet antioxydant par elle-même et
par toutes ses propriétés, elle a également des effets anticancérogènes et donc c'est vraiment une molécule qui est de plus en plus étudiée dans la littérature scientifique. Voyons maintenant la fertilité et donc surtout les problèmes d'infertilité. L'infertilité est malheureusement en croissance depuis quelques années dans nos pays occidentaux et en Belgique. La fertilité a doublé en 20 ans. Il faut savoir qu'un couple sur 6 fait face à ces problèmes d'infertilité. L'infertilité étant masculine que féminine. Dans 10% des cas, la fertilité est inexpliquée et l'âge reste le facteur prédictif principal, c'est-à-dire qu'une femme de 35 ans, par exemple, a 2 fois moins de chances de tomber enceinte qu'une femme de 20 ans. Dans la littérature scientifique, il apparaît de manière de plus en plus clair que le stress oxydant et l'inflammation ont un lien avec l'infertilité. Donc, tout comme le syndrome prémenstruel, ces problèmes de stress oxydant et d'inflammation qui, donc, comme je vous l'ai dit, sont liés, eh bien, semblent être vraiment un terrain favorisant les problèmes d'infertilité. Donc, ces problèmes de stress oxydant sont aussi en lien avec des organelles cellulaires qui sont très importants, qui sont les mitochondries. Donc les mitochondries, ce sont des petites organelles qui se retrouvent dans toutes les cellules et qui sont responsables de la production d'énergie pour la cellule. Et il faut savoir qu'au niveau tant du spermatozoïde que de l'ovule, il y a un nombre très important de mitochondries, et notamment au niveau des spermatozoïdes, puisque le spermatozoïde a besoin de se déplacer, donc c'est une cellule qui a besoin d'énormément d'énergie, donc il y a une grande présence de mitochondries dans les spermatozoïdes, mais également au niveau de l'ovule. Quel est le lien entre la présence de mitochondries et le stress oxydant? Donc, lorsque les mitochondries fonctionnent, donc elles vont utiliser beaucoup d'oxygène, et qui dit utilisation d'oxygène dit production de radicaux libres. Si une mitochondrie fonctionne normalement, les radicaux libres vont être neutralisés au sein de ces mitochondries et donc il n'y a aucun souci. Mais lorsqu'on est face à une mitochondrie qui dysfonctionne, et donc ça c'est de plus en plus souvent le cas dans notre mode de vie moderne parce que notre alimentation n'est pas parfaite, parce que on vit dans un milieu pollué, etc. Eh bien, lorsque ces mitochondries dysfonctionnent, il va y avoir donc production trop importante de radicaux libres, et ces radicaux libres, on sait maintenant, et donc c'est vraiment un focus de la recherche scientifique depuis quelques années, donc ces radicaux libres vont modifier notre métabolisme et vont provoquer des maladies allant jusqu'au cancer, mais ils sont également responsables d'une partie des cas d'infertilité. Donc, comme je vous l'ai déjà présenté, donc la présence de ces radicaux libres est évidemment liée à notre environnement, mais il ne faut absolument pas oublier ces mitochondries qui sont donc une source importante de molécules oxydantes. Il apparaît très clairement dans la revue scientifique actuelle que ce dysfonctionnement mitochondrial est lié, en tout cas en partie, au problème d'infertilité, et que c'est évidemment lié à la production de ces radicaux libres qui vont générer un stress oxydant, mais qui vont aussi générer des anomalies génétiques et qui donc vont créer une instabilité génomique qui peut mener à l'infertilité. Comment peut-on finalement résoudre ou aider notre corps à ne pas être en stress oxydant ou en inflammation? Eh bien, les solutions naturelles, c'est d'aller chercher des antioxydants. Et donc, les antioxydants, je répète, ce sont des molécules qui vont être capables de neutraliser les radicaux libres. Et donc, on retrouve parmi ces antioxydants de nombreuses vitamines, comme la vitamine A, la vitamine C, la vitamine E, certains polyphénols. On va également retrouver des sels minéraux, mais qui ne sont pas par eux-mêmes antioxydants, mais qui vont en fait servir de cofacteurs à des enzymes qui, elles, ont ce pouvoir antioxydant. Par exemple, la superoxyde dismutase va avoir besoin de zinc ou de cuivre, ou la glutathion peroxydase va avoir besoin de sélénium pour avoir une activité optimale. Donc, il faut que notre corps ait suffisamment de zinc, de cuivre, de sélénium, de vitamine E, de vitamine C ou certains polyphénols que l'on va retrouver évidemment via notre alimentation.
Si l'on parle de vitamines, il y a encore un trio de vitamines qui est indispensable et donc on en a déjà parlé, c'est les vitamines B6, B9 et B12 qui sont impliquées dans le cycle de la méthylation ou le cycle de l'homocystéine. Et on sait très bien, par exemple, que la vitamine B9 est absolument indispensable pour le développement du fœtus. Et donc, ce cycle de l'homocystéine ou de la méthylation est vraiment crucial pour que le fœtus se développe normalement et qu'il y ait une différenciation cellulaire optimale. Il y a une autre vitamine qui semble indispensable pour avoir une fertilité normale. Il s'agit de la vitamine D. Il a été très clairement établi, donc il y a vraiment actuellement des dizaines et des dizaines d'articles scientifiques qui relatent ce sujet. Donc il y a un lien établi entre un taux de vitamine D trop faible et l'infertilité. Et donc tant chez l'homme que chez la femme. Alors on retrouve des récepteurs à la vitamine D tant sur les spermatozoïdes que sur les ovules. Et donc, cette vitamine D est vraiment indispensable pour que les organes reproducteurs fonctionnent normalement. On sait également que la vitamine D pourrait avoir un effet sur la qualité du sperme et donc sur le taux de conception. Et il faut savoir également que la vitamine D par elle-même a une activité anti-inflammatoire et antioxydante, donc qui va contrer ce stress oxydant ou cette inflammation qui peut être la cause de l'infertilité. En conclusion, donc si l'on regarde les causes tant du syndrome prémenstruel que de l'infertilité, eh bien nous sommes face à un problème de stress oxydant et d'inflammation principalement. Et ce stress oxydant et cette inflammation sont évidemment liés à notre mode de vie et à notre environnement. Donc les conseils que l'on peut donner, c'est de jouer sur ces facteurs-là. Et donc il est important d'une part d'équilibrer notre alimentation, donc d'avoir une alimentation anti-inflammatoire de type méditerranéenne où la part de légumes est importante. Donc on fait la part belle aux légumes et aux fruits. On fait aussi la part belle aux oméga 3 qui sont des antioxydants et des anti-inflammatoires puissants. Il faudrait en tout cas également pratiquer une activité physique modérée puisqu'on a vu par exemple dans le cas du syndrome prémenstruel que si on a une activité physique trop importante, eh bien, ça va jouer sur le taux de progestérone. Il est important aussi d'avoir une bonne qualité de sommeil. Et donc, des plantes comme l'ashwagandha peuvent aider à récupérer un sommeil réparateur. Et évidemment, nous avons bien vu que le stress a un effet très important sur notre équilibre hormonal. Donc, il faut mettre tous ces facteurs ensemble pour améliorer notre terrain inflammatoire et le stress oxydant. Il faut aussi souligner que l'apport de certains minéraux, vitamines ou plantes peut soutenir ces approches que l'on met en place. C'est dans ce cadre que nous avons élaboré notre nouvelle gamme féminine, donc dédiée aux femmes, en tenant compte de toutes ces données scientifiques que je viens de vous présenter. Nous avons élaboré 4 nouveaux produits. Donc un produit qui est dédié plus au syndrome prémenstruel, un qui est dédié pour la fertilité, un qui est dédié pour la période périnatale, c'est-à-dire avant, pendant et après la grossesse, et un produit dédié pour les problèmes d'infection urinaire. Il y a également une nouveauté puisque nous avons associé un produit compagnon à chacun de ces nouveaux produits, soit des produits qui existaient déjà dans notre gamme, soit des produits qui ont été créés réellement pour accompagner les nouveaux produits. Donc par exemple, nous avons l'huile d'onagre qui va accompagner le produit dédié au syndrome prémenstruel, la citrulline qui va accompagner le produit pour la fertilité, les oméga 3 pour accompagner notre multivitamine, multiminéraux dédié à la période périnatale et du D-mannose pour les problèmes d'infection urinaire. Je vais vous présenter tout d'abord notre produit pour le syndrome prémenstruel, à savoir Phytocycle. Donc Phytocycle rassemble 3 plantes à l'efficacité prouvée. Donc d'une part le gâtillier dont je vous ai parlé, donc qui va en fait équilibrer le taux de
d'œstrogène et de progestérone, qui vont aussi réguler la sécrétion de prolactine qui est responsable des douleurs mammaires. Et cette plante agit également sur les récepteurs opioïdes, ce qui va faire qu'on va avoir un soulagement des symptômes du syndrome prémenstruel. Nous avons également un extrait de brocoli qui est standardisé en glucoraphanine, et donc je vous rappelle que le sulforaphane va surtout soutenir la phase 2 de détox des œstrogènes. Et enfin, nous avons l'ashwagandha qui va équilibrer les hormones progestérone, œstrogène, et qui va surtout agir sur le stress et l'anxiété et permettre un sommeil beaucoup plus réparateur. Nous avons également rajouté à cette synergie de plantes des vitamines, et donc je vous ai clairement montré que les vitamines E, B1 et B6 étaient nécessaires pour le confort hormonal de la femme. Mais en plus de ça, je vous ai également clairement indiqué que le magnésium était indispensable pour diminuer tous les symptômes du syndrome prémenstruel. Et donc, le magnésium que nous avons mis dans cette synergie est de l'acétyltaurinate de magnésium, car il y a une étude très récente, c'est-à-dire de 2021, qui montre que l'acétyltaurinate de magnésium uniquement, donc tout seul, permet de diminuer 20 des symptômes du syndrome prémenstruel lorsqu'on suit une vingtaine de femmes sur 3 cycles. Et donc, la dose efficace pour obtenir ces effets, c'est 770 mg. Donc, nous avons mis l'équivalent de 800 mg pour 2 gélules dans notre produit Phytocycle. Le produit compagnon que nous recommandons pour Phytocycle est l'huile d'onagre, et qui s'appelle dans notre gamme Evening Primrose 1000. Cette huile est évidemment bio et va en fait réguler les taux de prolactine. Donc l'huile d'onagre est connue pour diminuer les tensions mammaires. Donc c'est vraiment un produit qui est tout à fait adéquat en synergie avec Phytocycle. Regardons maintenant la composition du produit pour accompagner les problèmes d'infertilité. Ce produit s'appelle Fertilis, et c'est également une synergie entre une plante, des minéraux et des vitamines. Donc la plante que nous avons choisie, c'est le maca jaune, car c'est une plante adaptogène qui est reconnue en médecine traditionnelle au Pérou pour soutenir la fertilité tant féminine que masculine. Et donc cette plante contient des phytoœstrogènes et elle régulerait le cycle d'ovulation. Les minéraux et les vitamines que nous avons ajoutés sont du zinc sous une forme hautement assimilable, puisque le zinc est reconnu pour être impliqué dans la réplication cellulaire, donc tout à fait indispensable pour le développement de l'embryon. Il a également un rôle antioxydant comme cofacteur de l'enzyme superoxyde dismutase. Il y a également du sélénium qui lui aussi a un rôle de cofacteur pour la glutathion peroxydase, donc il a un rôle d'antioxydant. Même chose pour la vitamine C, qui est connue comme vitamine antioxydante. Nous y avons rajouté les vitamines B6, B9 et B12, bien entendu, puisque ce cycle de méthylation est absolument indispensable. Et nos vitamines B6, B9 et B12 sont sous forme méthylée, et l'acide folique est sous forme de 5-méthyltétrahydrofolate. Enfin, nous avons de la vitamine D qui, comme je vous l'ai montré, est absolument indispensable pour avoir une fertilité normale. Et enfin, nous avons rajouté une source de soufre organique sous forme d'opti-MSM, donc méthylsulfonine méthane. Et donc, l'opti-MSM est donc d'une forme très assimilable de MSM et est reconnue pour augmenter la production de glutathion, donc qui est un antioxydant puissant. Et donc, ça va agir au niveau de la détox hépatique pour réguler en fait l'élimination des œstrogènes qui, évidemment, peuvent induire un état inflammatoire. Et outre le syndrome prémenstruel, bien entendu.
Nous avons donc également un produit pour soutenir la grossesse, donc que l'on peut prendre avant, pendant et après la grossesse. C'est un multivitamines et multiminéraux qui permet donc d'apporter tous les nutriments dont la maman a besoin pour avoir une grossesse sans souci. Alors, tous nos minéraux et toutes nos vitamines sont sous forme hautement assimilable. Donc, nous avons du fer, du zinc et du magnésium qui sont associés à des transporteurs physiologiques de type pidolate ou bisglycinate. Nous avons également du manganèse qui va permettre un développement normal du squelette du fœtus. Et nous avons bien entendu de l'iode, du sélénium et de la vitamine E qui sont totalement indispensables pendant la grossesse. Les vitamines, donc c'est de la vitamine A sous forme de bêta-carotène pour éviter la toxicité potentielle de la vitamine A. Donc il faut savoir que le bêta-carotène n'est transformé en vitamine A que si notre corps en a besoin. Donc il n'y a aucun risque de surdosage. La vitamine C sous forme neutre, vitamine B6, B9 et B12 donc pour ce cycle de méthylation dont j'ai amplement parlé, de la vitamine D et des vitamines B. Alors ça c'est vraiment l'originalité. Toutes les autres vitamines B sont apportées sous forme naturelle et donc c'est un extrait de quinoa, de poudre de quinoa qui va permettre d'avoir la quantité nécessaire de vitamine B pour soutenir l'énergie du corps. Et donc voici la composition exacte. Donc c'est vraiment un produit qui est tout à fait complet et par rapport à beaucoup d'autres produits, il n'y a aucune forme qui est non assimilable, il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas d'excipient. Donc c'est vraiment une formulation tout à fait optimale. Le produit compagnon de Natalysis, ce sont les oméga 3, donc l'oméga 3 Magnum 1400 qui contient donc deux capsules contiennent la quantité recommandée de EPA et DHA pour soutenir une grossesse saine et donc il faut savoir que les oméga 3 sont absolument indispensables pour le développement neurologique cérébral du fœtus et en plus de ça, ils ont des activités anti-inflammatoires. Donc nos oméga 3 sont issus de la pêche durable, bien entendu. Enfin, le dernier produit, Uribery, qui est dédié aux problèmes d'infection urinaire, donc de cystite. Ce produit est une synergie de 3 plantes, à savoir l'acérola pour son contenu en vitamine C, qui va donc renforcer l'immunité, la bruyère qui va augmenter la miction, donc le flux urinaire, et enfin un extrait breveté de canneberge, donc sur lequel l'efficacité est prouvée puisqu'il y a plusieurs études cliniques qui démontrent son efficacité et donc ce produit est vraiment une synergie phyto. Notre extrait de totum de cranberry, donc qui s'appelle le pacran, est donc un produit breveté qui provient, en fait, c'est une espèce de totum du fruit de la canneberge. Donc, ça contient des extraits de peau, de jus, de graines et la chair, bien entendu. Et donc, cet extrait n'est pas standardisé en proanthocyanidine, mais le fait que l'on ait la synergie de toutes les molécules qui sont présentes dans le fruit de la cranberry rend cet extrait-là extrêmement efficace. L'efficacité de cet extrait breveté est soutenue par différentes publications scientifiques et on voit très clairement que au bout de quelques heures, le Pacran est capable, donc la dose est de 500 mg par prise, donc est capable de diminuer la charge bactérienne de manière totalement significative. Le produit compagnon de notre produit Uribery est le D-mannose 750. Donc le D-mannose est un sucre naturel qui permet de diminuer l'adhésion bactérienne d'Escherichia coli dans le tractus urinaire. Donc c'est un fait reconnu dans la littérature scientifique. Et donc ce produit marche très bien lorsque les premiers symptômes de la cystite se présentent et donc est un compagnon tout à fait adéquat de Uribery. Je vous présente ici maintenant le résumé de la gamme Daisy, donc des 4 produits dont je vous ai parlé ainsi que leurs compagnons. Et nous avons rajouté des produits existants dans notre gamme BeLife à cette gamme Daisy, à savoir des produits de santé dermatologique comme le Yaluskin, le Solesun, le Beauty Skin ou le Hair & Nail.
Je vous remercie de votre attention et je vous retrouve dans quelques instants pour répondre à toutes vos questions. On va remettre la présentation. Hop, là. Du coup, pour rappel, juste le webinaire était donc proposé par Compliment Pro. Donc, je vais juste en dire un mot avant de passer aux questions-réponses, Laurence. Okay. Donc, si vous avez encore des questions à poser concernant la présentation, n'hésitez pas, vous avez encore 2 petites minutes. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Compliment Pro, c'est une plateforme en fait sur laquelle vous allez pouvoir recommander les compléments alimentaires de vos différents labos favoris à un seul et même endroit. Pour simplifier pour vous le fait de faire des recommandations. Et après, c'est vrai que pour le client aussi, c'est plus simple parce qu'il commande avec un lien unique, il reçoit un seul colis et n'a pas à payer plusieurs fois les frais de livraison notamment. Pour que ce soit un petit peu plus parlant, je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne en partageant mon écran. Voilà. Donc ici, vous êtes sur l'interface Compliment Pro. Hein, c'est une plateforme qui est entièrement dédiée aux professionnels de la santé. Donc si vous le souhaitez, mon collègue vous a partagé le lien dans le chat et nous, on validera donc le compte par la suite. Il y a différentes fonctionnalités. Vous avez votre onglet client où vous avez des notes sur vos clients, par exemple des notes d'anamnèse. L'onglet recommandations où vous allez pouvoir suivre toutes les recommandations que vous avez pu envoyer à vos différents clients. Les protocoles, le catalogue et une page de gain. Mais la fonctionnalité principale, c'est donc, comme je le disais, de créer des recommandations de manière très, très simple. Donc, la première chose à faire, c'est tout simplement de sélectionner le client. Après, vous allez pouvoir ajouter les produits. Vous avez différents filtres pour naviguer sur le catalogue parce que, voilà, aujourd'hui, on compte plus de 300 références, dont les produits BeLife. Donc, si vous cherchez les produits dont on a parlé aujourd'hui, vous allez pouvoir aller sur BeLife et en plus spécifier que vous souhaitez seulement les nouveautés pour voir notamment la gamme Daisy. Ici, par exemple, vous souhaitez ajouter le Fertilis et le produit compagnon Citrulline, vous pouvez les ajouter comme ça à la recommandation de votre client. Après, vous allez pouvoir donner des petites instructions de prise. Donc, on donne toujours les instructions de prise par défaut, sont celles qui nous sont transmises par le laboratoire. Après, vous avez toujours la possibilité d'ajouter des petites notes à votre client aussi. Et puis, en cliquant sur envoyer, en fait, le client reçoit tout simplement un petit SMS et un email. Et via l'email, il peut directement faire sa commande. Et il reçoit tout ça chez lui en une fois. Donc, même si vous avez associé des produits de différents laboratoires, tout sera reçu au même endroit. Et après, vous allez pouvoir suivre les recommandations, comme je le disais. Donc, est-ce que le client a acheté? Est-ce qu'il a terminé sa recommandation? Tout ça sont les statuts que vous allez pouvoir vérifier via la plateforme. Donc, je vais revenir sur la présentation. Comme je le disais, les 3 points principaux, c'est vraiment l'accès à un large choix de compléments alimentaires avec une vingtaine de laboratoires et donc 300 références en termes de produits. C'est le fait de pouvoir recommander de manière très simple et ensuite de pouvoir suivre les recommandations et donc assurer l'adhésion et la bonne observance de vos clients à ces recommandations. Aujourd'hui, donc voilà les différents labos qu'on peut proposer. Après, on est toujours à l'écoute de vos suggestions. Donc, n'hésitez pas à nous faire part si vous souhaitez qu'on accueille différents laboratoires sur l'outil Compliment Pro. Et Compliment Pro, c'est une plateforme qui est aujourd'hui 100% gratuite, sur laquelle vous pouvez donc vous inscrire via le lien qu'on vous a envoyé dans le chat. Et pour vous inviter aux prochains événements, parce qu'il y a également toute une académie de formation. Donc demain, on propose une formation sur la gamme Nutri-Essentiel. Et ensuite, la semaine prochaine, on va toujours parler un petit peu de la femme, on va parler des solutions nutraceutiques pour le mieux-être des femmes avec le laboratoire Nurus. Donc, n'hésitez pas aussi à vous inscrire aux prochains événements. Et pour rappel, parce que j'ai vu des questions passer là-dessus, les replays de différents webinaires, les supports de formation sont également disponibles depuis l'outil Compliment Pro. Vous avez toute une académie de formation et du coup, vous pouvez y accéder quand vous voulez. Voilà. Laurence, on va pouvoir passer un petit peu aux questions. Donc, j'ai vu quelques questions ici. Hop là, je vais commencer par celles qui ont reçu le plus de voix, comme je le disais, de votes. Alors, pour une jeune fille qui n'est pas encore réglée, qui montre quelques signes de changement hormonal, douleur au sein, mal dans le bas du ventre, transpiration, peut-on donner un complément ou doit-on attendre les premières règles? Ah non, je pense qu'on peut déjà donner un complément. Par exemple, l'huile de nègre pourrait très bien convenir. Donc voilà. Au-delà, je n'irai pas puisqu'on n'est pas encore
On n'est pas encore justement on n'est pas encore réglé, donc mais l'huile d'onagre peut se donner sans aucun souci. Ça va déjà diminuer justement tout ce qui est lié aux douleurs mammaires et tout ce qui est aussi lié à une transpiration excessive, par exemple. D'accord. Que peut-on conseiller à une femme qui a été diagnostiquée ovaire paresseux pour qu'elle puisse retrouver un cycle sans traitement hormonal? Alors, donc les ovaires, alors je ne suis pas gynécologue, mais donc les ovaires paresseux, c'est effectivement un problème d'équilibre œstrogène-progestérone. Et donc, on peut aller finalement vers toutes les solutions qui sont proposées. Donc, on pourrait aller vers le Gatilier ou vers Phytocycle, par exemple. Donc, vraiment pour essayer de rééquilibrer ce problème œstrogène-progestérone. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux types d'hormones et donc il faut essayer de travailler sur la régulation de cet équilibre. Donc phytocycle par exemple pourrait être une bonne option. Très bien. Vous parlez de légumineuses dont soja concernant la perturbation hormonale. Or, il est reconnu qu'il s'agit plus du composé phytoactif régulateur et non perturbateur. Ok, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, mais à nouveau, si on mange là, l'équilibre, c'est la voie du milieu. Donc, manger trop de soja ou trop de légumineuses peut amener un déséquilibre, donc trop de phytoœstrogènes. Et à ce moment-là, si on n'est pas, imaginons que nous vivions dans un environnement qui est très pollué ou si nous avons un terrain qui est plus défavorable, eh bien, il faut effectivement être attentif de rester dans la voie du milieu, donc de ne pas manger non plus trop de produits à base de soja ou trop de produits à base, ou trop de légumineuses de manière générale. Donc, il faut que ça reste équilibré. D'accord. Est-ce qu'on a donc des contre-indications pour le gâtillier ou le brocoli? Alors, le gâtillier a une contre-indication en France qui est effectivement les cancers hormonodépendants ou si on a des antécédents familiaux de cancers hormonodépendants. Alors, il faut savoir que les gynécologues avec qui j'ai travaillé pour élaborer ces produits ne sont pas du tout d'accord avec cette contre-indication et que donc au contraire, ça serait même plutôt quelque chose, ça serait une plante qui serait indiquée dans ces cas-là. Maintenant, voilà, cette contre-indication existe. Moi, je ne peux pas aller contre ça, mais il faut savoir que des gynécologues qui sont spécialisés en phyto n'ont pas cette même optique. Bon, je laisse, okay. je ne juge pas les choses, je donne l'information. Alors, au niveau des brocolis, comme la plupart des plantes, eh bien, c'est les femmes enceintes et les femmes allaitantes et les enfants de moins de 12 ans, parce qu'il n'y a pas de données dans la littérature scientifique. Et alors, il y a aussi les personnes qui ont des problèmes de thyroïde, c'est contre-indiqué ou en tout cas déconseillé pour les personnes qui ont des problèmes de thyroïde ou en tout cas à faire surveiller par le médecin. Oui, ok, très bien. Et du coup, question qui suit, comme c'est déconseillé le gâtillier en cas de cancer hormonodépendant, qu'est-ce que vous pourriez conseiller comme plante qui ne l'est pas? Alors, à ce niveau-là, on pourrait avoir le trèfle rouge qui peut être intéressant. Voilà, mais de ce côté-là, je n'ai pas suffisamment de connaissances en phyto que pour être certaine de ma réponse. Mais je pense que le trèfle rouge peut être vraiment une plante intéressante. D'accord. Alors, le gâtillier est à prendre en phase lutéale. Comment fait-on lorsqu'une patiente est en aménorrhée et donc aucune idée du moment du cycle pour une question de fertilité? Alors, le gâtillier est effectivement recommandé dans la deuxième phase du cycle, mais peut se prendre aussi très bien dans la première phase du cycle. Donc là, je pense que dans ce cas-là, on peut donner par exemple phytocycle au long cours, donc c'est-à-dire sur les 28 jours supposés du cycle. Il n'y a pas de contre-indication par rapport à ça. D'accord, ok. Est-ce qu'on pourrait aussi proposer le fertilisis chez l'homme? Oui, tout à fait. Oui. Donc, il faut savoir que tant le maca que les vitamines et les minéraux qui sont proposés peuvent être effectivement tout à fait adaptés pour les hommes. Donc, c'est un produit qu'on a positionné dans la gamme femme, mais qui pourrait tout aussi bien être pris par l'homme. Et donc, moi, personnellement, je le recommanderais. Puisqu'on sait très bien que, à moins que effectivement le problème de fertilité ne vienne uniquement que de la femme, mais pour moi, c'est vraiment un produit qui peut être pris par les deux partenaires. Ok, et du coup, j'imagine que citrulline aussi.
Alors, citrulline aussi, donc c'est un peu plus recommandé pour les hommes puisqu'en fait c'est connu pour améliorer la fertilité masculine, mais il y a des articles scientifiques qui tendent à montrer que ça augmente en fait la circulation sanguine périphérique et donc que ça pourrait augmenter le fait que le nid soit bien construit. Donc effectivement, citrulline peut aussi être pris par l'homme et par la femme. Ok, très bien. Alors, petite question concernant le Covid. Bonjour, de nombreuses femmes ont présenté des perturbations du cycle des règles dans une suite de vaccins contre le Covid. Est-ce que vous avez connaissance, que vous recommandez un produit, une molécule, une plante en particulier? Alors, il faut les suites du vaccin du Covid, il y a de nouveau pas mal d'informations dans la littérature qui indiquent que c'est un problème de phénomène inflammatoire. Donc, on retombe exactement sur ce que je vous ai expliqué de l'influence de notre environnement. Donc, je pense qu'un produit comme Phytocycle peut effectivement aider en tout cas à retrouver un équilibre et notamment cet équilibre par rapport à l'inflammation latente qui est présente chez ces personnes-là. On pourrait également recommander des oméga-3 puisque les oméga-3 ont également cette activité anti-inflammatoire, vont diminuer les taux de cytokines. Donc, on peut combiner Phytocycle avec les oméga-3 sans souci. D'accord. Est-ce que par rapport au produit que vous avez présenté peut-être, ou sinon qu'est-ce que vous pouvez recommander pour le syndrome des ovaires polykystiques? Alors, syndrome des ovaires polykystiques, de nouveau, problème inflammatoire, donc Phytocycle. Le Gatilier, est-ce qu'on pourrait le recommander à des adolescentes sans risque? Oui, il n'y a aucun risque, donc à part la contre-indication éventuelle de cancer hormonodépendant. Oui, tout à fait. Est-ce que, bon, il semblerait qu'il n'y ait pas d'indication de mention végane sur les fiches produits du site. Est-ce que certains produits sont véganes? Bien sûr, certains produits sont véganes dès qu'il n'y a pas d'origine animale dans nos produits. Le label vegan est là. Normalement, sur le site, ce label doit apparaître. Alors ici, je ne sais plus, je ne connais pas par cœur, mais c'est clair que nos produits qui ne contiennent pas de produits animaux ont un label vegan et ils devraient se retrouver sur le site normalement. Ok. Est-ce qu'il y a pour les causes d'aménorrhée, comment est-ce qu'on pourrait déterminer ces causes? Problème de tox, carence nutritionnelle, Alors, là, il faut vraiment aller chez un gynécologue qui est spécialiste et qui est nutritionniste en même temps, mais il est clair que des marqueurs inflammatoires, par exemple, peuvent être, par exemple, le rapport oméga-3, oméga-6, le taux de vitamine E, le taux de magnésium, certainement, érythrocytaire dans ce cas-là, mais là, il faut vraiment aller s'adresser à un médecin qui est un gynécologue qui est nutritionniste et qui est capable, effectivement, d'indiquer quels sont les marqueurs adéquats par rapport à ça. Mais donc, on tourne toujours autour de l'inflammation. Oui, ok. Pour le SEPK, à nouveau, il y a eu deux questions de deux personnes qui se demandaient un petit peu quel était l'intérêt de l'inositol. Alors, le myo-inositol, donc c'est effectivement, dans la littérature scientifique, il y a pas mal d'informations comme quoi ça augmente la fertilité. Et donc, c'est un choix qu'on a fait. Alors, il faut savoir que les doses qui sont recommandées, c'est de 2 à 4 grammes. Il faut savoir que nous travaillons en gélules pour des questions le fait de travailler avec des gélules diminue l'ajout d'agglomérants, etc. Et donc, s'il faut 2 à 4 grammes minimum, voire 10 grammes, on doit passer sur des poudres. Et donc là, c'est un choix que nous avons fait, mais effectivement, on pourrait très bien prendre du myo-inositol avec notre produit Fertilis, par exemple. Ça joue sur 2 niveaux différents. D'accord. Est-ce que peut-être vous pourriez rapidement reparler un petit peu du lien, des perturbations relatives aux nouvelles découvertes sur le microbiote? Ok, donc en fait, ce qu'on a découvert récemment, c'est qu'il y a certaines bactéries qui peuvent être présentes dans notre microbiote, mais qui ne le sont pas forcément, et ce sont des bactéries qui sont plus souvent présentes en cas de dysbiose, qui en fait possèdent une enzyme qui est capable en fait de réverser la conjugaison des œstrogènes. Donc, ça veut dire que ça va redissocier, ça va retransformer les œstrogènes qui ont été neutralisés, donc qui ont été méthylés, ça va les retransformer en œstrogènes
pur et dur, si on veut, et donc ils vont retourner dans la circulation sanguine. Donc on va être à nouveau en hyperœstrogénisme. Donc on va avoir tous les inconvénients, donc que ce soit le problème du syndrome prémenstruel, voire problème du cancer du sein, puisque cancer du sein, on sait aussi que c'est lié à un hyperœstrogénisme. Et donc en fait, ces bactéries-là, donc qui ne sont pas présentes chez tout le monde, qui sont plutôt présentes chez les femmes qui ont un problème de dysbiose. Donc dysbiose qui est lié évidemment à notre alimentation, notre mode de vie, etc. Donc ces bactéries-là peuvent effectivement avoir un effet délétère, avoir un effet pro-inflammatoire, puisqu'on augmente à nouveau la concentration sanguine d'œstrogène. Ok, très bien. J'espère que c'est un peu plus clair cette fois-ci. Très clair. Donc, première étape serait également de rééquilibrer. Rééquilibrer le microbiote, bien sûr. On tourne toujours autour du microbiote. Vous prenez, pour tous les problèmes de santé, en fait, le microbiote intervient. Et donc, effectivement, revenir à une alimentation plus saine est un des premiers pas à faire pour diminuer tous ces problèmes inflammatoires. Tout à fait. Alors, pourquoi ne pas être à 100% des VNR et parfois à 15% sur certains des produits? Alors, de quel produit? Alors, je ne sais pas. Oui, il n'y a pas. Alors, la seule chose qu'il y a, c'est que, par exemple, dans le cas de Natalizy, nous avons délibérément choisi de mettre de la poudre de quinoa comme source de vitamine B. Et donc, effectivement, de manière naturelle, les vitamines B ne peuvent pas être à 100%. Il faudrait mettre beaucoup trop de poudre de quinoa dans nos gélules. Et donc là, on tourne effectivement pour 2 gélules aux alentours de 50%. Par contre, pour les vitamines B6, B9 et B12, nous avons donc rajouté ces vitamines-là de manière individuelle pour être sûr qu'il y ait suffisamment de ces 3 vitamines, puisque je pense avoir bien exposé qu'elles sont hyper importantes pour la fertilité, pour le développement du fœtus. Donc voilà, donc logiquement, il y a aussi, alors il faut savoir aussi qu'il y a que certains, on essaye toujours d'être au maximum des VNR, mais il y a aussi certains nutriments ou micronutriments, comme par exemple le fer, où on essaye de ne pas surdoser. Donc il y a quand même, ou du zinc, on essaye de ne pas surdoser parce qu'on sait que s'il y a un surdosage de ces minéraux, par exemple, eh bien ça peut avoir un effet qui est contre-productif. Très bien. J'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. Je regarde rapidement. Ça on a vu. Moi, j'ai l'impression qu'on a fait un petit tour. Je regarde dans le chat si peut-être certaines personnes auraient déposé ça ici. Mais non, je pense que de toute façon, la présentation, l'exposé était très clair. Merci pour avoir pris le temps de répondre aux questions également. J'ai vu des questions par rapport au replay. Comme je le disais, ça sera disponible sur Compliment Pro. Ne vous en faites pas, vous avez accès à tout ça. Merci encore, Laurence, pour ces explications. Eh bien, merci beaucoup et merci à tous d'avoir écouté ma présentation. Je vous souhaite une belle journée. Belle journée à tout le monde et puis à bientôt. Au revoir. Merci.